Amazon Watch, Stand Earth, qui se concentre sur la production de parcs et en partenariat avec Amazon Watch et Stand Price, qui c'est un réseau panamazonien également de recherche socio-environnementale amazonienne, entre autres organisations. Pour activer la fonction d'interprétation, veuillez retrouver la fonction, le bouton globe que vous pouvez retrouver en bas de votre écran. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir la langue dont vous avez besoin. Bienvenue à notre webinaire. This is an initiative that is Nous led voulons by vraiment rechercher ces 80% de couverture pour l'Amazonie en partenariat avec l'organisation indigène COICA. Stand Earth, Abbas, En partenariat avec d'autres organisations qui travaillent dans la région amazonienne, avec Amazon Watch International please find here the instructions for turning et on your d'autres organisations présentes dans 9 pays. where you see the globe. You can put interpretation, press interpretation. Today we have interpretation in English, Spanish, French, and Portuguese. Okay. We will start today. Nous allons commencer aujourd'hui. Today I'll be the moderator. My name is Alicia Guzman. I'm Stand Earth's. Aujourd'hui serai la modératrice de ce webinaire. We have been Je working. travaille avec le programme Stand Earth. Je suis consultante. J'ai travaillé pendant plusieurs années à différentes organisations, à l'Équateur, au Pérou, avec le soutien de leaders amazoniens. Le but de relever ces questions et travailler surtout avec la question de la pandémie. Nous avons aussi notre transparence organisationnelle contre toutes ces pratiques destructives contre l'Amazonie. Je voudrais parler aujourd'hui sur notre invité, dont j'ai le grand honneur de recevoir, le docteur Carlos Nobre, qui est un scientifique qui travaille sur les questions de l'Amazonie dans le réseau amazonien. Dr Nobre se concentre surtout sur le système de l'Amazonie et le système terrestre. Il était aussi secrétaire national des politiques de développement au ministère de Sciences, Technologies et Innovation du Brésil. Il est membre étranger de l'Académie nationale de sciences des États-Unis et aussi de l'Académie brésilienne des sciences et de l'Académie mondiale de sciences. Our next speaker, Dr Carlos parlera aujourd'hui sur des points d'impact globaux. Notre autre invité, c'est Gregorio Mirabal, qui est le coordinateur général du réseau du corps d'organisation des organisations indigènes en Amazonie. Il est représentant de l'ORPIA, l'organisation des peuples indigènes en Amazonie vénézuélienne. Il est un combattant infatigable pour la promotion, protection et sécurité des peuples indigènes. Gregorio va parler aujourd'hui sur l'initiative Amazonie pour la vie, la protection de 80% jusqu'à 2025. Une autre invitée, c'est Carmen Chaussé, une scientifique équatorienne qui travaille avec les sciences biologiques avec une spécialisation en écologie de la végétation. Madame Chaussé est
directrice scientifique de la Fondation Écosciences depuis 2016 et directrice exécutive depuis mars 2020. Elle participe aussi au développement de produits du réseau de l'Amazonie de géoréférence sur l'information socio-environnementale et est intégrante de la SPA. Marlene Quintanilla. Nous allons parler aussi comment nous pouvons diviser et partager les informations à partir de ces recherches, et surtout sur cet envisagement de 80% jusqu'à 2025. Comment faire? Notre invitée, c'est Marlene Quintanilla, est une ingénieure forestière qui a un diplôme de master en ressources de l'eau, actuellement directrice de recherche et de gestion de connaissances à la Fondation Amigos de la Naturaleza en Bolivie, avec plus de 15 ans de travail dans le domaine David Kamovitz, un autre panéliste, David Kamovitz. Nous allons souhaiter la bienvenue à David et sur les recherches qu'il développe jusqu'à présent par rapport aux peuples natifs, les indigènes originaux. Il a publié un rapport qui montre fortement le rôle des populations indigènes qui ont un rôle très important dans la préservation et contre la déforestation. Nous pouvons compter avec le soutien de la FAO. Le bureau de la FAO et qui intègre aussi les questions de l'agriculture et de l'exploitation agricole. Notre panéliste s'appelle Martine. Land rights and local governments. So with all this, I'd like just to... Martine fait partie de la Fondation Gaïa. Il a son PhD en anthropologie à l'Université de Paris 7. Il a passé 45 ans à soutenir les peuples indigènes dans l'Amazonie colombienne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de faire partie de cette rencontre très importante. Je voudrais commencer par soulever les points de convergence que nous avons sur l'Amazonie. Combien sommes-nous proches dans une intersection? Comment les personnes arrivent à voir l'Amazonie? Nous avons un glossaire d'écosystèmes. Largest ecosystem is the Amazon forest in the lowlands. This is a critical engine. Nous avons un ample écosystème. La forêt amazonienne est en marque pour l'écosystème. Elle permet qu'il y ait toute une circulation et nous avons cette base dans laquelle nous avons en termes de recyclage, la culture de nutriments. Mais aussi à partir du bassin amazonien, nous avons exploité de l'eau basée sur ces fleuves et toute la forêt avec plein d'espèces d'arbres
dans la forêt amazonienne elle-même. C'est un système très important. Et important en parler pour amener tous les éléments qui peuvent aider à comprendre tout l'écosystème et voir comment c'est important l'eau. Et vous savez que nous n'avons pas beaucoup de pluie et qui est nécessaire pour alimenter tous les fleuves et pour que cette eau puisse soit recyclée. And also, still, it functions as a carbon sink of something like removing something close to 1 million tons of carbon dioxide from the atmosphere every year. However, I want to tell you what many studies are showing, the changes that we are observing in the Amazon. And I will try to address why we are so close to this tipping point of a tremendous change and most of the Amazon forest disappearing. I will just briefly tell you what observations are showing. We are seeing extreme climate events, droughts and floods, but very severe droughts. Before we had one severe drought related to El Nino every 15, 20 years. But recently we are having two severe droughts every decade, 2005, 2010, 2015, 16, 2020. Over the last 20 years, we are seeing a reduction of rainfall in the Amazon basin. The forest is becoming much, much more vulnerable to fires. This is due to this synergistic combination of larger scale droughts, forest degradation, and also, of course, human impact, setting the fires. And also, of course, the heat waves, the global warming and the heat waves. Forests in southern Amazon are showing... Réchauffement global et toutes ces ondes, nous avons cette réduction significative. Et dans la période de sécheresse, il y a cette difficulté. Ce qui se passe en Amazonie, dans plusieurs kilomètres, plusieurs semaines. Si vous comparez, il y a cette longue période de sécheresse. Nous pouvons nous apercevoir de tout cela en Amazonie. Et nous avons cette difficulté de saison de sécheresse. Et dans ces dernières années, je me suis aperçu et ces études vont démontrer que dans l'Amazonie centrale et même dans la forêt, vous avez une source de carbone, ce qui va mettre des soucis. Et vous allez vous apercevoir
Dans cette partie plus basse, vous avez une clarté plus haute, plus typique en Amazonie. Il y a plusieurs des incendies forestiers. Donc, il est vraiment très difficile, cette société. Peut-être que l'Amazonie est arrivée à ce point d'exhaustion. Nous espérons que non. Nous avons à peu près ces millions des zones en Amazonie, c'est-à-dire 70% de mètres carrés qui sont en processus de déboisement. Et ces 70% sont dans un stage de dégradation. Je voulais dire que toute cette Amazonie que nous observons comme un tout est un grand déboisement. Il faut penser qu'il faut s'arrêter, il faut arrêter ce déboisement et dire que nous allons rester toujours à zéro dans l'engagement. Il faut arrêter absolument le déboisement. Et il faut arriver à ce 80% dans la forêt. C'est là où nous avons les territoires indigènes. Il faut restaurer tout cela. La forêt elle-même, 700 000 kilomètres carrés des forêts, et peut-être il faut donner une opportunité à la forêt, donner l'efficacité à la forêt et régler cette situation pour aller même en Afrique, en Amérique du Sud. C'est là où nous sommes. Nous allons arriver là-bas, mais nous n'avons plus de temps. Il faut continuer et si nous n'avons pas de force, si nous continuons avec cette situation climatique, ça veut dire que ce n'est pas une question de zéro jusqu'à 2050. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que nous pouvons arriver à l'exhaustion parce que nous aurons des millions, nous allons perdre une portion énorme de carbone et ça sera difficile de maintenir le réchauffement avec cette taxe. Si nous perdons le carbone, nous aurons des millions de dioxyde de carbone. Et cela pourra se passer et ça va arriver à une limite de réchauffement climatique et ça va arriver justement à un point où ces millions de dioxyde de carbone seront partagés dans le monde entier. Je suis là, presque, je vais finir. Il est très important d'être ici, de parler entre nous et avec tous qui ont cette responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur Carlos. Je voulais justement faire un résumé de tout ce qu'a dit Carlos. Je dirais que c'est une émergence, ce que nous avons. Cela va représenter 70, 80. Tout cela est vraiment un appel urgent, c'est-à-dire qu'il faut protéger absolument l'Amazonie parce que nous avons cette difficulté.
Merci beaucoup, Carlos. Vous allez vous apercevoir, on va dire que ce que vous venez de dire, c'est très important. Maintenant, on va voir on va dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que nous allons concentrer tout cela. Il faut penser à ces 80%. Et comment est-ce que nous allons arriver à ce 80%? Comment est-ce que nous allons arriver à un point d'exhaustion en Amazonie? Il faut suivre tout cela. Et alors, comment est-ce que ça se passe pour la réalité de l'Amazonie? Quelles sont les priorités? Les réalités culturelles? Tout cela à travers une carte. Il faut dire comment est-ce que ces recherches qui ont déjà commencé, quelles sont les opportunités que nous avons pour pouvoir agir sur ces 80%. Comme on a déjà mentionné, Carmen l'a déjà dit, bonjour à tous, bonsoir, je ne sais pas. Merci beaucoup, Alicia. Seulement, ce que je voulais dire, c'est très peu parce que je vais passer la parole aussi à Marine pour qu'elle puisse renseigner le processus d'analyse, le cadre d'analyse. Fondamentalement, ce qu'a dit Alicia, ce qui est important, c'est de vérifier quelles sont les zones qui ont une plus grande importance pour la conservation et la fonctionnalité, l'intégralité de l'Amazonie comme un grand biome biodivers. Et appeler tous ces gens-là. Quelles sont les façons, quelles sont les opportunités que vont se présenter pour pouvoir réussir à ce 80% que nous voulons. Il faut partir effectivement de l'engagement qui va passer au congrès de la UICN, comme Dr. Carlos Nobre nous a dit. C'est quelque chose d'absolument nécessaire, c'est-à-dire de chercher les opportunités et concrétiser tout cela dans des actions. Je passe la parole. Alors, si vous pouvez partager la présentation, je passe la parole à l'ingénieure Marianne. Oh, bonjour, bonjour tout le monde. Merci à toute l'organisation des événements. Pour nous, il est très important de présenter les découvertes qui ont été motivées pour cette initiative. Nous pensons qu'il est important, cette initiative et cette recherche. Comment arriver à 80% jusqu'à 2025? C'est une analyse de la vision et pour réussir à tout cela, il faut présenter quelques recherches, quelques découvertes et que nous voulons partager dans cet important webinaire. Pour conceptualiser cette importance, nous travaillons dans la surveillance de l'Amazonie. Cette diversité d'écosystèmes, avec son hétérogénéité, a une grande, importante biodiversité dans les systèmes aquatiques qui vont permettre la fonctionnalité de ces systèmes, qui vont donner des multiples services et bénéfices. Ce grand biome dans le bassin va
avoir des écosystèmes qui sont spécifiques, représentatifs, avec les menaces qui peuvent être excluées, qui peuvent être complètement disparues. L'Amazonie va fonctionner comme une bombe d'eau, une excellente bombe d'eau, avec des trillions de l'eau, et ce bénéfice ont, par exemple, la capture du carbone. Mais tout cela, ce repérage, il y a eu, tout cela s'est passé avec un risque très grand, important. Nous avons des zones importantes, nous avons des territoires indigènes qui, comme population, quantité de personnes, c'est 4,5% de toute la population amazonienne. Mais le rôle qu'elles ont pour protéger ces espaces, c'est énorme parce qu'ils ont des territoires très importants pour la conservation de l'Amazonie. Ils vont confronter des symptômes, des changements en Amazonie qui sont sérieux. La surveillance que nous réalisions dans la RICE a identifié que dans les derniers 30 ans, dans l'Amazonie, le biome a changé très rapidement. Il y a des millions de football, des zones de champs de football par jour qui est déboisé. Quand il y a plus de sécheresse, ces dimensions sont encore plus importantes. Et cela va nous poser des soucis. L'Amazonie, jusqu'à 2025, c'est très important d'avoir cette vision de conservation. Les analyses que nous avons réalisées, c'était pour visualiser toutes ces zones qui étaient importantes et clés pour la conservation de l'Amazonie, parce que l'Amazonie va être fragmentée et nous voulons au contraire, nous voulons conserver ces vides pour la conservation et restaurer l'Amazonie dans des niveaux où le déboisement a été très grand. Nous avons apporté ici pour les analyses la fonctionnalité comme dans des zones de provision, les bois dans ces images vont nous apporter beaucoup de services. Il y a la réglementation climatique, les espèces climatiques, les espèces de médecine. Toute cette productivité la productivité hydrique est très importante. Il y a tout un processus hydrologique qui est important parce que les bois et les rivières, ils ont beaucoup de biodiversité. L'aspect hydrique en Amazonique a été très profité par les peuples indigènes. Ils ont pu travailler, développer tout cela. Tout ce que nous voyons en tant que menace, et ce processus hydrique a été toujours très important parce qu'il a nourri l'Amazonie pendant des siècles. Mais avec le changement climatique, ces inondations vont s'altérer. Et cette altération va développer l'absorption des carbone. L'Amazonie a une importance des captures de carbone qui va surmonter ce que nous avons aujourd'hui. L'Amazonie peut garder beaucoup de carbone, mais le système de l'Amazonie est unique. Nous avons identifié qu'en Amazonie, dans des parcelles de 2000 hectares, nous avons jusqu'à 31 écosystèmes complètement différents les uns des autres, mais qui sont éliminés à cause des menaces. Notre méthodologie pour ces menaces, c'est de valoriser depuis la base où vont se placer ces zones. Alors, comment
comment est-ce que ces zones vont se passer? Alors, dans la première carte, où vous avez tous les bois qui sont stables, où il y a une stabilité, la forte productivité de l'eau, les zones bleues, c'est où il y a une productivité de l'eau, c'est là qui va se placer, on va assurer l'hydrologie cyclique du cycle. Et les fortes hétérogénéités vont contribuer pour ces fonctions fondamentales. Cette réglementation de la biomasse est fondamentale pour la capture de carbone. Ces catégories dans les zones vertes, elles sont importantes pour la provision d'éléments, d'aliments, de l'eau et pour la réglementation des inondations et pour donner un support à la biodiversité, pour la fonctionnalité de cet écosystème et la réglementation climatique pour l'absorption de carbone. Tous ces 5 critères vont nous permettre d'identifier ici dans la carte où vont se placer les zones qui ont une forte fonctionnalité dans une caractérisation de 3 traces. Ici, la carte de l'Amazonie complètement avec une importante fonctionnalité. Dans toute cette région, vous avez des fonctions écologiques qui sont fondamentales pour l'Amazonie. La représentativité qui va être gérée à partir de la biodiversité va démontrer que l'Amazonie, que l'autre biodiversité de l'Amazonie, avec la formation des 4 noyaux vertébrés, nous avons pu identifier les zones qui vont intégrer cette biodiversité. Ce sont des écosystèmes de forte biodiversité parce que là-bas, il y a la biodiversité d'écosystèmes uniques qui sont en péril, en danger d'extinction. Tout ce qu'on a mis ici, ça va de la base jusqu'au plus fort. Et là, par exemple, nous voyons déjà la première carte, sur la première carte, des régions qui sont, disons, plus marrons. Ce sont des lieux qui sont plus centrés avec une forte biodiversité. Et ceux qui sont plus foncés, ce sont les écosystèmes avec leur singularité et complexité. Et dans les régions jaunes, ce sont les régions qui sont, disons, à la pointe des fleuves. Dans les régions vertes, ce sont les régions les plus importantes en 3 niveaux. Nous pouvons voir que l'intégration de ces 3 critères, ce sont les zones qui sont très, très fortes en vert dans l'Amazonie. Et si nous voulons catégoriser tout cela en 3, nous pouvons voir comment l'Amazonie va être représentée dans des écosystèmes fondamentaux qui sont dans toutes les régions du nord de l'Amazonie et dans la région l'est de l'Amazonie également. Alors, l'intégration, la fonctionnalité et la représentativité va permettre d'identifier quelles sont les zones clés pour la conservation. Et là, nous pouvons apercevoir que la fonctionnalité est en vert, comme des régions qui ont plus de fonctionnalité et celles qui ont plus de représentativité dans la carte en bas. Là, nous avons la jonction de tous les deux. Nous voyons les lieux qui sont clés pour conserver l'Amazonie et une grande partie verte où il y a une concentration de ces lieux. Là, vous voyons l'addition de tous ces composants comme la priorité en Amazonie pour pouvoir conserver, lier, connecter et avoir une fonctionnalité, représentativité dans ces écosystèmes. Nos statistiques vont conclure que 88% de l'Amazonie a une forte importance de représentativité et de fonctionnalité. Et
et une forte importance pour la conservation. Ce sont toutes ces zones qui sont en vert et les régions en jaune. Ce sont des zones qui doivent être préservées pour la connexion et bénéfice de ces connexions et de ces écosystèmes publics. Alors, que la protection que de 80%, 8% de l'Amazonie est important, pas seulement pour conserver cet espace, mais parce que cet espace actuellement va représenter la sécurité alimentaire hydrique et la résilience climatique. Il s'agit de voir si tout cela, c'est bien pour les communautés qui n'ont pas beaucoup de possibilités parce qu'elles sont vulnérables, mais surtout pour nous, concitoyens qui habitons en Amazonie. Je passe à Carmen. Vamos a dar paso a la segunda parte de este análisis y de estas contundentes conclusiones. Cette deuxième partie de cette analyse et de ces conclusions, Muchas gracias, Alicia, Marlene. seront les analyses de Carmen. Merci Alicia et Madeleine. Je donne suite à l'analyse. Une fois identifiées ces zones de très haute importance montrées préalablement, nous allons faire une surmontrée sur la localisation des territoires indigènes reconnus et alors sont représentés sur carte pour cette analyse, ainsi comme les zones protégées. Et elles, nous allons les nommer officiellement comme système de protection des zones nationales. Refiere a áreas protegidas como a territorios indígenas, la RAIS viene haciendo la actualización. Bien comme dans les zones protégées en tant qu'indigènes, la RAISC fait une mise à jour des analyses chaque année avec des informations que nous avons apportées demain et que nous comprenons qu'il existe alors des zones, principalement des zones indigènes qui ne sont pas reconnues, mais qui ont une titularité et qui a encore beaucoup de difficultés pour se définir de manière officielle sur cette territorialité indigène et qui puisse être enregistrée dans une cartographie. C'est ainsi qu'apparaît l'Amazonie dans ces espaces de gestion en tant que zone protégée comme territoire indigène et qui montre qui ont un rôle de protéger et éviter l'avancement de la déforestation. Après ces informations, nous demandons 80% de la zone du bassin amazonien Là-bas, les territoires indigènes représentent 27% et les zones indigènes représentent 22%. Nous savons qu'il y a une variante entre les zones protégées et les territoires indigènes et qui correspondent à 5% de surposition. Continuando con el análisis que estamos presentando, a las áreas de funcionalidad que describen. Donnons suite à cette analyse. Les zones de fonctionnalité que Marlene a dit auparavant. Dos elementos importantísimos como son el mantener áreas que garanticen la funcionalidad de la jonction de ces zones pour maintenir la fonctionnalité de l'Amazonie et des zones qui représentent la biodiversité
nous avons chevauché ces zones pour savoir comment elles se distinguent. 60% de majeure priorité qui ont été identifiés sont distribués à part. 48% sont de territoires indigènes. 25%, ce sont les zones des chevauchements indigènes et protégés. Et autres 20% seulement de zones protégées. C'est de cette façon que 60% de l'Amazonie est distribuée et qui est de haute relevance pour sa manutention et aussi pour sa fonctionnalité. 28% est d'une importance modérée, mais c'est aussi très importante. Elle est distribuée en 63%. 14%, ce sont seulement de zones protégées. Entonces, resumiendo, de ese 60% de alta prioridad, En résumé, de ces 60% de haute propriété, 73% sont localisés dans les territoires indigènes, dont 25% de ces espaces avec des zones protégées. En plus, 20% de ces zones sont dans des zones seulement protégées. De ces 28% que nous avons parlé sur la priorité modérée, elle est également protégée. La plupart, il y a 83% de territoires indigènes, 20% de zones protégées et 14% de ces 28%, ce sont des zones protégées. Ensuite, nous voudrons maintenant parler sur les 100 ans de changement. Parce que même si nous avons identifié les zones de haute relevance, cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas épargnées des changements ou de toute perturbation. Pendant la cartographie de ces éléments, nous avons trouvé 5 symptômes. Nous sommes en train de parler nous ne sommes pas en train de parler de moteur, mais d'une expansion spatiale de ces changements et qui sont vus, exprimés. Nous avons d'un côté la déforestation, après les incendies et après la perte de carbone. Alors, à partir de ces variables, d'un 2000 hectares tout au long du territoire, pardon, dans des unités de 2000 hectares. C'est ce que nous pouvons appeler de perturbation. Des zones qui n'ont aucune présence ou symptômes de changement, mais qu'en premier lieu, nous avons 2 zones avec un taux de zone bas et des zones qui représentent une portion beaucoup plus que cette unité de 2000 hectares. Et ce sont ces changements qui configurent ces variabilités d'analyse. Alors, après analyse, nous avons trouvé que seulement 33% sont des zones sans perturbation. Corresponde a áreas que ya tienen algún nivel de disturbio y un 45% ont un certain type de perturbation et 22%, ce sont des zones avec un très haut niveau de perturbation.
et où se trouvent ces différentes variables ou symptômes, comme nous appelons, de la déforestation avec les incendies et la perte de carbone. Et cela représente un niveau de l'Amazonie. Ensuite, No. El gráfico, por favor. Ok, disculpen. Entonces, aquí tenemos las estadísticas de este análisis. Sur cette carte, nous avons quelques statistiques de cette analyse. Je comprends que ce soit complexe de comprendre, mais en gros, nous sommes en train de montrer les deux résultats. Le premier, pour les zones de haute importance ou haute priorité pour la conservation, dans ces trois catégories. Alors, les catégories que nous avons cartographiées et que vous voyez dans ces couleurs en gris, vert et rouge. Ces couleurs représentent les niveaux de perturbations dans lesquels ces catégories se trouvent dans les lieux de priorité pour la conservation. Ici, il est important de réfléchir comment répondre à la question comment il est possible de protéger 80% de l'Amazonie. Il faut mettre l'accent sur les zones en gris et vert, sur les deux premières là, c'est-à-dire les lieux qui ont une plus grande importance et priorité dans la conservation et qui représentent la première partie, la deuxième. Si on prend en considération les parties en gris et qui ont un niveau modéré de perturbations, nous avons relevé jusqu'à 68% de l'Amazonie. À partir de cela, il faut mettre l'accent sur les situations et les questions qu'il existe pour atteindre ces 80% et arriver à la fonctionnalité de l'Amazonie et éviter ces points de non-retour. Beaucoup de ces points, tous sont présents dans les zones indigènes. Et quand nous observons sur les graphiques, il existe des zones qui sont dans un haut niveau de perturbation, d'autres avec des niveaux modérés de perturbation, mais aussi une zone importante qui n'a pas encore des grandes altérations ou ne sont pas encore perturbées. Elles n'ont pas été cartographiées. Alors, ces territoires indigènes où ils couvrent une partie très importante, pas seulement dans les zones en niveau de grande intégrité, niveau grand et modéré dans l'intégrité, mais aussi de zones qui couvrent les zones de haute relevée pour la conservation. À partir de ces critères de fonctionnalité et représentativité. Alors, il est évident qu'il s'agit ici de territoires très importants pour arriver au but dont nous cherchons. Alors, si vous voyez dans cette zone qui est dans l'axe des zones mineures et qui ont un rôle très important parce qu'elles ont été créées pour cette fonction et qui ont une grande proportion. Et la grande proportion des zones protégées sont encore dans un état plus modéré, mais avec d'autres perturbations. Quand nous faisons la somme des deux zones,
nous voyons cette possibilité, si nous pouvons dire comme ça. Il y a une opportunité très grande d'améliorer ces alternatives seront expliquées après. Nous avons besoin de ces zones protégées pour accéder à la fonction de fonctionnalité et représentativité. Que todavía está en excelente estado o en un muy buen estado. ¿Por qué también Il y a entre 62 et 78% des zones qui sont encore en très bon état. Pourquoi il est nécessaire de voir ce niveau de perturbation dans lequel ces zones se trouvent? En premier lieu, c'est pour la viabilité. Il faut voir la viabilité et tout résultat que nous pouvons obtenir quand on aurait fait des efforts, de plus gros efforts de protection, de gestion, etc. Il y a aussi des zones en ce moment qui possèdent un haut niveau de changement, des perturbations, mais nous ne pouvons pas les laisser dehors de cette analyse. D'un côté, nous avons les populations indigènes qui y vivent et qui luttent encore pour défendre ces zones et qui sont en train d'être sont en train de voir un changement négatif qui arrive et qui peut amener à un point critique. Ici, il faut penser des programmes de restauration et comment travailler dans ces endroits. Pour terminer, Alicia. Sí, creo que terminamos allí también en honor al tiempo y les agradezco. Je crois que nous avons fini. Le temps est fini. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Carmen pour toutes les données très importantes sur quel est l'état des lieux de la région pour qu'on puisse atteindre le 80% jusqu'à 2025. Pour ceux qui viennent d'arriver, il s'agit d'une notion qui a été donnée par une analyse technique faite par la OICN ici en Marseille. Et cette semaine, il y aura l'approbation dans le but de renverser les discussions mondiales. Il s'agit de trouver des moyens de comment arriver à ces 80%. Je voudrais remercier à Carl de la HALG et je voudrais donner les bienvenus à Guillermo Mirabal, le coordinateur général de COICA et celui qui coordonne cette initiative en partenariat avec les représentants de 9 pays qui représentent le comité de conseil de la COICA. Bonjour, frères et sœurs, bonjour à tous. Ici, je parle de la terre de Martine, ici en Europe. C'est un espace de grands mouvements. Vous allez vous coucher, vous signez plusieurs documents et plusieurs procédures pour que vous ne soyez pas volés. Alors, je voudrais vous dire que notre proposition a un seul chiffre et qu'il faut voter. Et après la votation, nous aurons un autre scénario. Maintenant, c'est le chiffre 129. C'est le premier pas. Par exemple, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'air propre, de l'air pur.
Et la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est de maintenir l'air pur. Le reste, il s'agit de pétrole, de minération. Personne ne devrait être contre, mais tous doivent voter. Alors, je voudrais seulement saluer Carmen. Je l'ai compris. J'ai déjà vu différents scénarios internationaux. Je voudrais la remercier pour son compromis, son engagement. Et je vois aussi M. Carl Novich, très engagé. Je vois Marty aussi. Je vois David Kamovitz avec un grand sourire et qui me rend beaucoup de joie. Alors, je voudrais juste vous demander, David, Martin, Carlos, ce que hier, j'ai été dans un événement et j'ai discuté avec une ministre avec plusieurs directeurs des fonds de développement de la France présents ici, avec plusieurs organisations non gouvernementales dans la planète. Nous avons parlé avec les plus importantes. Et cette proposition, l'Amazonie pour la vie, est la plus grande, la plus forte de toutes. Toute autre initiative petite, communauté grande, moyenne, doit être insérée dans le projet Amazon, dans l'initiative Amazonie pour la vie. Nous parlons d'une voie sacrée, de l'Amazonie 2.0. Nous devons transformer, créer un seul écosystème. Nous devons nous contacter, nous lier. Nous avons besoin de la voix de Carl, un scientifique. Il y a Martine qui est là. Martine qui se trouve dans la Paporie avec toute sa connaissance. David, à partir de FAO, nous allons entrer. Votre appui est très important. Il est très important que vous le disiez. Et nous, il faut le dire, on ne veut pas avoir cette transition qui ont des intérêts miniers, pétroliers, et même il faut voir le ministère de la Transformation. Tout le monde en Amérique latine a déjà transformé cela. Nous ne voulons pas cela. En Amazonie, pour la vie, veut vous inviter. Ce serait bien de mettre déjà tout cela. L'Amazonie pour la vie. Il faut dire très fort. Il y a une chose très importante. Je vais faire ici un exercice. C'est pas facile de comprendre ce qu'a dit Carmen, ce qu'elle a expliqué. Vous avez compris parfaitement, mais cela doit être repapié dans le 9 pays de l'Amazonie. Je vous invite donc à construire tout cela parce que là, oui, c'est la clé du succès de l'Amazonie pour la vie. Et il y a aussi un bon budget, bien sûr. Si vous avez 5 millions de dollars, vous ne faites rien avec 5 millions de dollars. Ça sera encore un mensonge de plus, une fausse attente. Mais si vous êtes là, vous allez nous aider à mettre ce bateau en marche. Pas seulement comme ça de haut. Non, il faut descendre. Ensemble. C'est ce que nous voulons dire pour tout le monde. Amazonie vivante, Amazonie pour la vie. La motion sans sentiment veut arriver avec
tous les acteurs pour la rationalité. Il faut vraiment travailler avec le gouvernement qui veulent transformer tout cela. Ce ne sera pas facile, mais il faut commencer. C'est pourquoi nous disons qu'en 2025, ça va se passer. Si nous commençons à faire cet exercice, à partir de maintenant, peut-être que ça sera entre 30, 50. Il faut créer un fonds pour cela. Il faut débattre, construire des actions. Il s'agit d'une crise qui a plusieurs dimensions. Ce ne sera pas facile. Hier, nous También le estamos diciendo al presidente de Estados Unidos d'être le leader de cela. On a demandé au président, Monsieur le Président des États-Unis, qu'il sera le salut de l'Amazonie. C'est là en Amazonie qui est la biodiversité. Aquí está el Banco Mundial, aquí está el FID, aquí están todos. Alors, il y a la Banque mondiale. Ils sont tous là. Il faut appuyer, il faut commencer de la base. Il faut appuyer là-bas. Il ne faut pas sauver l'Amazonie en Europe. Il faut la sauver où il y a l'activité minière illégale, sans scrupules environnementaux. Nous avons besoin de calmer tous ces plus de 3000 conflits que nous avons en Amazonie. Voilà mon invitation. Voilà ma musique, mon exigence pour vous. Mes frères, Carlos, aidez-nous. Il faut être ensemble définitivement pour faire fonctionner tout cela. C'est déjà, il y a un pas, nous sommes à un pas de cette approbation. On ne sait pas où est-ce que nous allons, mais ça va marcher. Alors, je vous embrasse de force, mes frères, et merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Excellent, Grégoire. Merci beaucoup de nous avoir appelés, de faire cette invitation et de mettre en relief tous ces chiffres. Il faut faire quelque chose pour arriver à ces 80% et pouvoir arriver à la fin de cet agenda d'aujourd'hui. Je vais vous poser la question. Quel est le problème des peuples indigènes au sein de l'Amazonie à niveau global? Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Je serai là avec vous pour partager avec vous qu'est-ce que la FAO réalise pour le peuple original, pour le peuple indigène. Ce sera très enrichissant. Il y a un pourcentage à peu près qui va dépendre. Tout cela est dans le territoire indigène. Et cela en Italie, en Espagne, tous ensemble. Mais ce n'est pas 80%. Tout cela est par rapport à la distribution des 80%. Carlos nous a déjà dit que l'Amazonie, que le bassin amazonien ne peut pas être détruite. Vous ne pouvez pas laisser les peuples indigènes parce que cela
ce sera une exhaustion. Et si vous n'avez pas le contrôle de l'Amazonie, vous ne pourriez pas contrôler tout cela, c'est 30% dans des zones où vous avez toute cette population. Nous voyons très clairement qu'un bon pourcentage de l'Amazonie n'est pas dans le territoire indigène, il est dans d'autres territoires. Et généralement, cela n'est pas dans un lieu de préservation. Toutes les statistiques, cela est très important de dire. Tout cela est une combinaison de plusieurs acteurs. Les plus importants facteurs pour les peuples indigènes, indépendamment de la gestion de la forêt et de cette forêt, c'est à cause des efforts de la culture, des systèmes de consommation des peuples originaires. Cela est le résultat de plusieurs politiques. Et consciemment, il y a cette consistance de ces indigènes de la forêt. Et vous pouvez voir qu'il y a cette politique de l'Amérique latine pour cela, ces taxes de dégradation dans des territoires indigènes, c'est beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce que nous pouvons voir, ce qui est très important de comprendre, et vous allez voir maintenant, c'est que nous ne sommes pas dans cette direction correcte pour cette question. Ces chiffres nous montrent vraiment qu'il y a une dépression qui se passe très rapidement. Et cela va se passer à cause de ces menaces des miniers, de l'activité minière, mais aussi de ce retour duquel Carlos nous a parlé, c'est-à-dire la sécheresse et d'autres. Ce sont des questions qui peuvent être, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons baser tout cela sur la politique. Il y a quelque chose de très clair par rapport aux peuples indigènes et les territoires et d'autres territoires. C'est cette réduction où il y a beaucoup d'États par rapport à un grand pourcentage de ces peuples indigènes qui ont des titres de terre, surtout parce qu'il y a la démarcation et pas seulement à cause des droits. Vous pouvez observer que le gouvernement doit respecter les réalités constitutionnelles pour pouvoir avoir l'approbation territoriale. Parce que vous devrez savoir quand il y a l'activité des bois, l'activité des pétroles, l'activité minière. Il doit avoir une ouverture pour tout cela. Le gouvernement fait des concessions d'huile, des minérations, dans les zones territoriales où les indigènes ont des titres de terre. Donc, il faut vraiment nous aider pour la défense et nous voulons démontrer aussi que la production indigène a besoin de ressources pour ces zones. Et comme ça, faire que tout cela soit bien expliqué. Les zones territoriales peuvent être expliquées à vraiment expliquer la diminution du déboisement, mais aussi
il faut voir qu'il existe ces zones indigènes qui doivent être respectées. Mais quand vous avez un niveau considérable de respect, d'autonomie, d'autorité de vos leaders, cela va se passer. Et dans ce droit des territoires, ce qui est très important, c'est que ces communautés puissent être compensées, payer les communautés. Ce n'est pas seulement une question d'essayer de leur faire une récompense parce qu'ils vont rester avec leurs droits, mais c'est d'offrir aux communautés l'opportunité de défendre ces zones, ces territoires et essayer de combattre toutes ces questions. L'évidence va nous montrer que ces évidences sont positives dans des territoires indigènes pour produire le déboisement. Il y a des résultats positifs au Pérou. Par exemple, le programme péruvien des forêts. Et il y a aussi des résultats positifs de la part du Brésil. Mais tout cela doit être envers les communautés indigènes et des organisations pour pouvoir permettre l'appropriation de ces territoires. Finalement, ce que nous avons, c'est que la connaissance et les traditions doivent être appuyées à niveau international. Les communautés indigènes ont maintenu leurs identités culturelles, leurs connaissances, ce qui va montrer des résultats plus importants en ce qui concerne la conservation, et ce type d'appui va inclure l'appui pour qu'ils puissent continuer, être formés, mais aussi reconnaître les États où ce type de connaissances est important. Et cela va demander une expérience des politiques de développement. Il faut reconnaître qu'il y a une reconnaissance internationale. Il y a la participation de la jeunesse pour la prochaine génération et pour qu'ils puissent se reconnaître. Il faut avoir une organisation indigène il y a une position autour de 80%, mais cela, ce n'est pas encore très clair. Mais le futur des territoires indigènes demande la protection de l'Amazonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos commentaires. Cette année, nous avons eu une audience, une figure totale, un cadre général, pardon. On a essayé de penser comment est-ce qu'on allait résoudre ces problèmes. Nous avons encore 10 minutes. Je voulais remercier David de toutes ces informations. Je voulais inviter Hildebrand et Martin pour présenter maintenant ces expériences dans cette chaîne. Muchas gracias a Carlos, a Carmen. Merci beaucoup, Gregorio. Merci à Carlos, à Carmen et à David. Je voudrais
Mais Tracy, il y a quelques idées qui pourraient être complémentées et dont je suis d'accord. Je crois que mes collègues ont complètement d'accord. Je voudrais complémenter la réflexion avec quelques idées de comment je vois quels pas nous devons continuer à faire. Cela paraît comme une montagne anglaise, il n'y a pas une ligne constante. Mais le problème, c'est que beaucoup de zones indigènes, nous reconnaissons les parcs de préservation, les forêts. Il y a une reconnaissance, mais c'est une lutte qui, souvent, il n'y a pas beaucoup de résultats. Ça demande une politique. Certains sont pour l'environnement et c'est une grande avancée. Je crois que ce 80% de conservation, nous sommes en train de parler de préserver ce qui reste. Parce que pratiquement 20%, nous avons parlé de 17% ont été déforestés. Dans ce cas, nous devons travailler avec la conservation, tout ce qu'on peut mettre de plus concret à transmettre. Je dirais que la priorité qui est plus en ce sens, c'est un engagement des gouvernements. Les gouvernements doivent s'engager, proposer des politiques efficientes. Il faut avoir des accords entre les gouvernements, des accords entre autres pays de l'Amazonie, autour de l'environnement, de la production dans l'environnement. Quand on parle de pacte de Laetitia, l'accord est très bien, mais le processus est très lent. Il faut donner un bon pas dans une bonne direction. Mais ce qui est fondamental, c'est soutenir et avoir un soutien du gouvernement pour que cela n'arrive comme se passe au Brésil maintenant. En Colombie, il n'existe pas une dédication pour qu'il y ait de changements légaux. Mais d'un autre côté, il n'y a pas eu un engagement légal efficient. Il est important aussi la sécurité. Parce que si nous parlons de sécurité, il y a beaucoup d'initiatives illégales, soit dans le narcotrafic ou simplement de politique, qui ont pris le pouvoir sur la terre. Mais cela touche au niveau du gouvernement. Quand le gouvernement n'arrive pas à faire face à ces problèmes, il existe aussi une technologie, une capacité mondialement, mais s'il y a une insécurité, les personnes, les leaders présents dans ces territoires sont en risque. Combien de ONG ont eu besoin d'intervention? Cela, c'est fondamental, cet accord entre sécurité et le gouvernement. Un autre point fondamental, c'est une alternative économique, comme Carlos a dit, une bioéconomie. Nous pouvons aussi avoir d'autres initiatives économiques. Et nous devons donner une priorité à la production propre. Il existe une technologie, les ressources à niveau international. Et actuellement, nous pourrions mettre en place cette idée pour générer beaucoup d'emplois. Ça ne veut pas dire que les lieux n'auront pas un accès. Au contraire, cela peut générer beaucoup d'accès à partir de plein de développements. C'est important pour les villes parce que les décisions ne sont pas prises
dans la jungle, ce sont faites en ville. Il faut avoir un processus comment, avoir une technique et technologie et programme qui soient économiquement amicables et renouvelables afin de rendre fort l'économie locale, que tout soit inclus, participants. Cela a été mentionné par David aussi. Et dans les communautés, les zones urbaines, il existe une éducation. Je ne parle pas juste de l'éducation amazonienne. Il y a beaucoup d'études sur l'importance de l'Amazonie, de son écosystème, comment l'Amazonie fonctionne et les possibilités qui existent pour avoir une organisation sociale et politique centrée et atterrie dans les territoires. C'est type d'éducation fondamentale. Parce que nous continuons à créer des personnes avec une vision plus extractiviste et d'accumulation individuelle, compétitive, et pas une économie plus solidaire et qui permettent un plus grand échange. Cela implique un changement de paradigme. J'indique aussi que c'est un autre point fondamental et qui est à la base de tout. Nous devons changer de paradigme. Donc, les Occidentaux, principalement, bon, je vais mettre l'accent, depuis la révolution industrielle, nous avons une vision de la nature comme une collection d'objets à exploiter, suivant nos besoins, pour renforcer l'économie et déterrer la planète. Et aujourd'hui, nous trouvons dans une planète que nous consommons en planète et demi. Dans une société de consommation qui développe et consomme, nous savons que cela ne marche pas. Voir la nature comme un objet, nous devons surmonter ce paradigme pour voir alors la nature comme une communauté d'individus. C'est une communauté dans laquelle nous appartenons. Pour la nature, c'est le bien-être dans lequel nous faisons partie. Nous n'allons pas trouver un bien-être si la nature en soi n'est pas bien. Il n'y a qu'une seule santé, la santé de la nature et des êtres humains. Dans la situation actuelle que nous voyons avec la destruction de l'environnement, le manque de contact avec les ressources et aussi la pandémie du coronavirus. Donc, il est urgent d'aborder ce sujet, de changer des paradigmes et comprendre que nous faisons partie d'une grande communauté et que nous devons participer de l'évolution pragmatique, culturelle. C'est une expression de l'univers dont nous faisons partie, une partie de la jungle. Même s'il y aura des changements techniques, par exemple des énergies propres, de l'agronomie, bioécologie, tout cela est important. Mais il y a un problème ethnique. Qui sommes-nous? Quelle est notre relation avec l'environnement? Quelle est notre responsabilité? Et bien sûr, quel est notre engagement et ce que nous devons faire? C'est un autre point fondamental. Alors, cela m'amène à un point très intéressant qui, d'une certaine manière, complémente ce que David a dit. Et c'est ce que l'indigène, la gestion de l'environnement. De quoi nous parlons? C'est que les terres indigènes sont beaucoup plus conservées que d'autres territoires, comme des parcs nationaux ou terres protégées, comme Karmadi. Alors, pourquoi cela passe comme ça? Bon, ça passe par la culture, par la vision de Cosmus. De la même manière, pour les indigènes, nous avons accompagné dans leur autodétermination de protéger leur territoire et qui ont pu protéger plus de 6 millions d'hectares. Martín, te perdimos. Ok.
Martin, nous avons perdu Martin. Bon, nous sommes déjà quasiment à la fin de ce webinaire. Alors, Martin, je ne sais pas si vous devez aussi à reprendre contact. Oui, je suis là. Alors, Martin, nous avons plus de temps. Oui. Bon, je suis à la moitié de mon discours, mais ne vous inquiétez pas, Martin. Le temps est fini. Nous allons clôturer le panel. Je voudrais remercier à tous pour leur collaboration. Pouvez-vous me donner 2 minutes pour finir mon discours? Une petite minute. Merci. Donc, simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il est important un chaman a une vision intégrale de l'environnement, une vision systémique et comprend que si on touche un lieu, un deuxième lieu sera touché aussi. Il faut voir sur la gestion, je ne veux pas entrer en détail, mais un chaman, il a toute cette connaissance profonde. Ce n'est pas une connaissance simple, mais plus intime. Quand il voit un arbre, il sait comment tenir à partir de son énergie. Il sait comment le préserver. Alors, et c'est ça que la communauté s'identifie avec ce type de connaissances. C'est ça qu'il faut stimuler dans plusieurs pays. C'est ça la connaissance du futur. Arriver à un point dont nous faisons partie de la nature, en tant qu'une intégration profonde de la nature, ayant un droit et étant des sujets, des individus de droit. Nous ne pouvons pas nous porter comme des gens en retard, de penser en retard. On doit passer à l'avenir. Nous devons aller plus loin. Nous devons penser comme des peuples assis à table en pensant au développement de la planète. Merci beaucoup. Donc, quelle phrase excellente pour clôturer le panel d'aujourd'hui. La pensée indigène est l'avenir de la planète. Je voudrais remercier à Carlos Nobri pour son travail, pas dans ce panel, mais pour tout son travail jusqu'à présent, et pour montrer comment beaucoup de personnes nous pouvons définir, et c'est ce qu'on fait référence à point de retour. Nous parlons d'un réseau panamazonique. C'est la source de tous à niveau national, international, local, pour comprendre les phénomènes, pas seulement des changements climatiques, mais aussi les menaces dans les territoires indigènes, les terres protégées, mais dans l'intégrité complète de l'Amazonie. Aujourd'hui, nous avons partagé avec David, qui a une grande expérience sur le rôle ou une analyse du rôle des peuples indigènes dans la conservation des écosystèmes, pas seulement en Amérique latine, mais en d'autres parties du monde. C'est pourquoi je me sens très honorée d'avoir rendu facile cette rencontre. Je voudrais remercier aussi Martin pour nous avoir amené cette notion que les peuples indigènes ont à portée de leurs mains peut-être les solutions pour l'avenir. Et avec cela, je pense que nous pouvons en clôturer, mais jamais oublier de Grégoire Mirabal et la COICA qui sont devant cette initiative avec les alliés et qu'avec cela, nous pouvons changer, mais changer à nous, mais aussi à tout le monde. Merci à tous d'être présents et à tous qui nous ont suivis pendant ces 90 minutes. C'était un plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Gracias. Gracias.